L'amour unit les gens dans la vie, mais dans des cas, il a également marqué leurs derniers instants. Cette vidéo examine 5 des morts de couples les plus troublantes, où des jours ordinaires, des voyages et des passions partagées se sont transformés, sans crier gare, en tragédies dévastatrices qui ont choqué tous ceux qui restaient. Peu de couples de scientifiques ont jamais vécu avec la même intensité, la même audace et la même dévotion que Katia et Maurice Krafft. Tous deux nés dans l'Est de la France, ils se sont rencontrés à l'université de Strasbourg et ont découvert une passion commune pour la beauté violente des volcans. Leur mariage en 1970 a marqué le début d'une vie passée à parcourir le globe à la poursuite des éruptions, se tenant là où peu osaient s'aventurer et documentant certaines des forces naturelles les plus puissantes sur Terre. Pendant plus de 2 décennies, ils ont été admirés non seulement pour leurs recherches, mais aussi pour leur capacité extraordinaire à capturer à l'image l'ampleur et le danger de l'activité volcanique. Katia, née en 1942 à Guebwiller, était diplômée en physique et chimie, tandis que Maurice, né en 1946 à Mulhouse, a étudié la géologie après avoir été fasciné par les volcans lors d'un voyage en Italie dans son enfance. Dès le début, ils ont mêlé harmonieusement leur vie personnelle et professionnelle. Leur lune de miel s'est déroulée sur l'île de Stromboli, où ils ont photographié ces éruptions constantes. Cette première aventure a donné le ton des années à venir. Ils sont devenus célèbres pour arriver rapidement sur les sites d'activité volcanique et se positionner de manière dangereuse afin de collecter à la fois des données scientifiques et des images à couper le souffle. Tout au long des années 1970 et 1980, ils ont voyagé sur tous les continents pour enregistrer des éruptions. Katia se spécialisait dans la prise de mesures de gaz et la documentation de l'activité chimique, tandis que Maurice filmait souvent. Katia a publié des livres qui ont ouvert de nouvelles voies en volcanologie, notamment pour les femmes dans ce domaine. Tandis qu'ensemble, ils ont produit des films et du matériel qui ont informé les gouvernements et les communautés sur les dangers volcaniques. Leurs images étaient si puissantes qu'elles ont énormément contribué à convaincre les dirigeants de la nécessité d'évacuer les zones à risque. En 1991, alors que le mont Pinatubo menaçait d'entrer en éruption aux Philippines, les Krafft ont montré aux responsables des images de la dévastatrice tragédie d'Armero en Colombie. Ces images choquantes ont directement contribué à la décision d'évacuer, un geste qui a épargné des dizaines de milliers de vies. Ils étaient réputés pour passer des nuits sur les pentes des volcans exposés aux bombes volcaniques, d'énormes roches incandescentes projetées dans le ciel. Maurice admettait ouvertement que leur travail impliquait d'accepter la mort comme une réelle possibilité. Tous deux reconnaissaient que si le désastre frappait, ils y feraient face ensemble. Cette volonté d'approcher la bête, comme Maurice décrivait un jour le volcan, les a finalement menés à leurs derniers instants. À la fin du printemps 1991, le couple s'est rendu au Japon pour étudier l'éruption du mont Onsen dans la préfecture de Nagasaki. Le volcan avait déjà produit plusieurs petites nuées ardentes en mai et une grande partie de la zone avait été évacuée. Malgré cela, les Krafft, ainsi que leurs collègues, le volcanologue américain Harry Glicken, ont choisi de rester sur les pentes pour poursuivre leur documentation. Le 3 juin, vers 16 h, une nuée ardente bien plus importante a dévalé le volcan à une vitesse terrifiante. Les Krafft, positionnés à environ 3,2 km de la cheminée près d'une crête qu'ils pensaient sûre, ont été pris dans sa trajectoire. Les nuées ardentes, ou flux pyroclastiques, font partie des phénomènes volcaniques les plus meurtriers. Ce sont des courants brûlants de roches, de cendres et de gaz qui peuvent atteindre des températures supérieures à 800 degrés Celsius et des vitesses allant jusqu'à des centaines de kilomètres par heure. Contre une telle force, aucune échappatoire n'était possible. Katia et Maurice ont été engloutis instantanément. Leurs corps ont été retrouvés 2 jours plus tard, côte à côte sous les cendres volcaniques près de leur voiture de location, brûlées au point d'être méconnaissables. Des effets personnels ont été utilisés pour les identifier. À proximité, le corps de Glicken a été découvert, sa position suggérant qu'il avait tenté de fuir. Au total, 43 personnes sont mortes dans l'éruption, dont des pompiers, des membres des médias, des chauffeurs de taxi, des policiers et des agriculteurs locaux. Les conséquences de leur mort ont laissé une marque profonde sur la volcanologie et l'imaginaire public. Un cratère sur le piton de la Fournaise à La Réunion a été nommé en leur honneur et la médaille Krafft a été créée pour reconnaître les contributions exceptionnelles à la volcanologie. Leur héritage perdure également dans des documentaires tels que Into the Inferno, The Fire Within et Fire of Love, qui tissent ensemble leur vaste archive de séquences filmées et décrites. Katia et Maurice Krafft ont consacré leur vie à comprendre et à révéler la férocité des volcans et ils en ont payé le prix ultime. Leur histoire demeure l'un des exemples les plus obsédants de la manière dont la passion et le danger peuvent se croiser. Les lunes de miel sont censées être des moments de pure joie. Le premier chapitre d'une nouvelle vie à deux, où 2 personnes peuvent laisser derrière elles les pressions du quotidien et célébrer leur union. Pour Ben et Catherine Muleni, tous deux âgés de 31 ans, leur lune de miel sur l'île caribéenne d'Antigua était censée être exactement cela. Un cadeau de leurs proches, 2 semaines paisibles pour clore leur festivité de mariage. Au lieu de cela, leur voyage est devenu l'une des histoires de mort de couple les plus troublantes jamais enregistrées, qui a secoué non seulement leur famille au pays de Galles, mais a également fait les gros titres de la presse internationale. Ben, un apprenti kinésithérapeute d'Istalifera, et Catherine,
une pédiatre en formation pour devenir médecin généraliste, avaient grandi à quelques kilomètres l'un de l'autre au pays de Galles avant que leurs chemins ne se rejoignent. Le 12 juillet 2008, ils se sont mariés à l'église St. John the Evangelist à Silly-Bebil, entourés de leurs amis et de leur famille. 2 jours plus tard, ils s'envolaient pour Antigua, s'installant au Cocos Hotel, un complexe de luxe sur la côte ouest de l'île. Le couple a profité de jours de détente, de visites de l'île et de longues conversations sur leur avenir commun. Ils ont partagé avec d'autres clients leur enthousiasme à l'idée de rentrer chez eux pour commencer sérieusement leur vie conjugale. Leur vol de retour vers le Royaume-Uni était prévu pour le 27 juillet. Cependant, cette dernière nuit a marqué le passage de la joie à l'horreur. Aux premières heures du 27 juillet, vers 5 heures du matin, des intrus armés ont fait irruption dans le chalet isolé des Mulani au cours de ce qui était considéré comme un vol à main armée. Les hommes étaient munis d'un pistolet Glock et lors de la confrontation terrifiante qui a suivi, Catherine a reçu une balle dans la tête à bout portant. Ben a été touché au cou, grièvement blessé, mais initialement encore conscient. À l'arrivée des ambulanciers, il a pu faire de faibles signes et a tenté de marmonner des réponses, bien que son état se soit rapidement détérioré. Il a d'abord été transporté à l'hôpital Holberton d'Antigua et placé sous assistance respiratoire, mais ses parents et ceux de Catherine se sont rapidement rendus sur l'île et ont organisé son transfert vers le Royaume-Uni. Ben est arrivé à l'hôpital Morriston de Swansea, où sa femme avait autrefois travaillé. Malgré les efforts inlassables du personnel médical, des tests de la tige cérébrale ont confirmé la gravité de ses blessures. Le 3 août, exactement une semaine après la mort de Catherine, Ben a été déclaré en état de mort cérébrale et son assistance respiratoire a été interrompue. Leur enterrement conjoint a eu lieu à Silly-Bebil, le même village où ils s'étaient mariés quelques semaines plus tôt. Un service commémoratif ultérieur à la cathédrale de Llandaff à Cardiff a rassemblé près d'1 millier de personnes en deuil, dont Sarah, duchesse d'York. L'enquête a rapidement conduit à l'arrestation de Caniel Martin et Evie Howell, qui ont été accusés des meurtres du couple ainsi que de celui d'une commerçante locale, Wonetta Anderson. Les 2 hommes ont été condamnés en juillet 2011 à 3 peines de prison à vie consécutive, bien que le juge ait exclu la peine de mort, qualifiant les crimes de répugnants mais pas des pires parmi les pires. Les peines ont garanti qu'aucun des 2 hommes ne serait jamais libéré. Howell s'est ensuite évadé de prison en 2014, mais a été abattu par la police après une confrontation. Ces meurtres de lune de miel ont mis à rude épreuve les relations diplomatiques entre le Royaume-Uni et Antigua, avec des différends concernant la peine de mort, des appels à un renforcement des forces de police et même des accusations de la part des dirigeants d'Antigua selon lesquels des criminels expulsés alimentaient la violence locale. Le gouvernement d'Antigua a introduit des réformes radicales, notamment l'élargissement des pouvoirs de la police, des peines plus sévères pour les crimes liés aux armes et de nouvelles mesures de surveillance, le tout dans un effort pour rétablir la confiance dans la sécurité de l'île. Malgré un chagrin inimaginable, les familles de Ben et Catherine ont cherché à bâtir un héritage. Le fonds Mulani a été créé en leur mémoire, dédié au soutien des étudiants britanniques poursuivant des études de médecine ou de kinésithérapie, une cause qui reflétait les parcours professionnels du couple. Les meurtres de la lune de miel à Antigua restent un rappel obsédant de la fragilité de la vie. Pour ceux qui connaissaient Ben et Catherine, et pour les nombreux autres qui ont appris leur histoire, leur décès compte parmi les pertes de jeunes couples les plus troublantes et insensées jamais enregistrées. Certaines tragédies défient l'entendement, se déroulant avec une telle rapidité et une telle cruauté qu'elles laissent des communautés entières sous le choc. La perte soudaine d'un jeune couple de Louisiane, qui venait à peine de commencer à bâtir un avenir ensemble, constitue l'une des morts de couple les plus troublantes jamais enregistrées. 2 vies remplies d'amour, de projets et de dévouement ont été fauchées, laissant un enfant sans parents et 2 familles face à un chagrin inimaginable. Le 16 mai 2025, Alexus Lee, 25 ans, et son fiancé, John J.R. Collins, 35 ans, ont tous 2 été tués dans des accidents distincts sur la Louisiana Highway 67 aux premières heures de la matinée. Leur histoire a commencé comme n'importe quelle autre soirée, mais en quelques heures, elle est devenue une séquence de pertes déchirantes. Le premier accident s'est produit peu après 2 heures du matin dans la paroisse d'East Baton Rouge. Selon la police de l'État de Louisiane, Alexus conduisait vers le nord sur la LA67 à bord de son Toyota Highlander 2013. Pour des raisons encore sous enquête, son véhicule a quitté la chaussée par la gauche près de Lemon Road, a heurté un ponceau et s'est renversé. Alexus, qui ne portait pas de ceinture de sécurité, a subi des blessures mortelles et a été déclaré décédé sur les lieux. Les forces de l'ordre ont confirmé qu'un échantillon toxicologique avait été prélevé dans le cadre de la procédure standard, bien qu'une altération des facultés n'ait pas encore été déterminée. La nouvelle de l'accident est rapidement parvenue à John. Chauffeur de camion de profession et homme connu pour sa passion pour les voitures de sport, il s'est précipité sur le site dans le but d'être présent. Sa décision a conduit à une seconde tragédie. Vers 3h45 du matin, moins de 2 heures après l'accident d'Alexus, John voyageait vers le sud sur la LA67 à bord d'une Chevrolet Camaro 2016 dans la paroisse d'East Feliciana. Les autorités ont signalé qu'il roulait à une vitesse excessive lorsque son véhicule n'a pas réussi à négocier un virage à droite près d'Idlewild Road. La voiture a quitté la chaussée par la gauche et a percuté un arbre avec une force dévastatrice. John, qui n'était pas attaché, a été éjecté du véhicule et est mort sur le coup. La police a confirmé qu'une altération des facultés n'est pas suspectée, bien que,
Comme pour Alexus, un échantillon toxicologique ait été prélevé. Les morts d'Alexus et John ont laissé leur fils de 4 ans, Gabriel, sans parents. Le couple qui venait d'acheter une maison prévoyait de se marier en février 2026. Les suites ont été empreintes d'un chagrin accablant. Les membres de la famille ont décrit Alexus comme chaleureuse, dévouée et profondément attentionnée. Une personne qui a touché toutes les vies qu'elle a croisées. Récemment diplômée de l'université Southern, elle était enseignante à l'East Feliciana STEAM Academy, où ses collègues et ses élèves ont ressenti le poids de sa perte. Dans une déclaration publique, les écoles publiques d'East Feliciana ont exprimé leur tristesse, demandant à la communauté de garder sa famille dans leurs prières. On se souvient de John comme d'un homme fougueux et attentionné, avec un amour indéniable pour Alexus et leur fils. Ses parents, Arthur et Sandra, ont parlé ouvertement de leur chagrin, décrivant la douleur de perdre non seulement leur fils, mais aussi la jeune femme qui était devenue une partie de leur famille. Les deux familles ont promis de prendre soin de Gabriel, veillant à ce qu'il grandisse entouré d'amour et de soutien malgré la perte de ses parents. Des proches ont parlé de fusionner leur foyer et de puiser dans leurs forces pour lui offrir stabilité et espoir pour l'avenir. Un service commémoratif conjoint a été organisé. L'histoire d'Alexus et John est un rappel brutal de la rapidité avec laquelle les vies peuvent être altérées, au-delà de toute reconnaissance. La joie et les projets d'avenir ont été remplacés par une perte dévastatrice. Au cours de l'été 2025, les aventuriers canadiens Stacey Tourou et Matthew Yeomans se préparaient une fois de plus à s'enfoncer dans les lieux sauvages qu'ils aimaient le plus. Ce couple, reconnu en ligne sous le nom de Toyota World Runners, avait bâti une audience fidèle de plus de 200 000 abonnés sur YouTube et plus de 72 000 followers sur Instagram en relatant leur périple tout-terrain à travers l'Amérique du Nord et du Sud. Leurs vidéos couvraient tout, des reconstructions de véhicules aux projets ambitieux comme la création de ce qu'ils décrivaient fièrement comme le tout premier Land Cruiser Chinook au monde en 100 jours. Une machine hybride qui fusionnait la carrosserie d'un camping-car Toyota Chinook avec la base robuste d'un Land Cruiser. Quelques jours seulement avant la tragédie, Stacey et Matthew avaient partagé des moments de leurs sorties estivales. Tests de camions sur des rochers déchiquetés, préparation de repas sur feu de bois et rire sous le ciel ouvert. Leur sourire semblait incarner à la fois la joie et l'esprit d'exploration incessant qui avait défini leur chaîne depuis ses débuts en février 2020. Le 31 juillet 2025, le couple a publié ce qui deviendrait sans le savoir leur dernière vidéo. Elle présentait des éléments familiers de leur travail, des véhicules grimpant sur des sentiers accidentés, des repas détendus en pleine nature et de paisibles moments de contentement au milieu du terrain accidenté de l'île de Vancouver. Des amis ont raconté plus tard que Matthew planifiait déjà d'autres voyages, reflétant la volonté partagée du couple de continuer à explorer et à documenter. Mais une semaine plus tard, le 7 août, alors qu'ils circulaient sur un chemin forestier près du lac Trout en Colombie-Britannique, leur camion a perdu le contrôle sur la piste de montagne difficile. Selon les enquêteurs, le véhicule a chuté de près de 200 mètres sur une pente rocheuse abrupte, se renversant de très nombreuses fois, avant de s'arrêter finalement dans un ravin. Sans aucune végétation forestière pour ralentir sa descente, la chute violente du camion s'est avérée catastrophique. Les équipes de recherche et sauvetage de Caslo ont dû faire face à des conditions extrêmes pour atteindre le lieu de l'accident. Matthew avait été éjecté du véhicule et ne présentait aucun signe de vie à l'arrivée des sauveteurs. Stacey, gravement blessée mais toujours consciente, a été retrouvée à l'intérieur de l'épave avec une blessure grave à la tête. Les équipes l'ont évacuée par hélicoptère, d'où elle a été transférée en ambulance et transportée d'urgence à l'hôpital. Malgré les traitements d'urgence, elle est décédée plus tard dans la nuit. Les responsables des recherches et sauvetages ont souligné par la suite à quel point un tel terrain pouvait être impitoyable, en particulier pour ceux qui conduisent des véhicules dans des zones isolées, escarpées. Cette perte a provoqué une vague de chagrin parmi la famille, les amis et la communauté des passionnés de tout terrain. La mère de Stacey a parlé d'un chagrin inimaginable, notant que le couple était mort dans les montagnes qu'il chérissait. Les hommages ont afflué sur les réseaux sociaux, les abonnés saluant leur créativité, leur dévouement l'un envers l'autre et leur passion inébranlable pour l'exploration. Beaucoup ont rappelé les fiançailles du couple en avril 2024 lors d'un road trip en Amérique du Sud et comment ils avaient parlé ouvertement de projets d'expédition futures pour les années à venir. Leur histoire était devenue un symbole d'amour et d'aventure, rendant la fin brutale d'autant plus déchirante. Dans les jours qui ont suivi, la dernière vidéo a pris une qualité obsédante. Les spectateurs y sont revenus avec un regard neuf, reconnaissant à quel point de telles aventures pouvaient être fragiles. L'héritage de Stacey et Matthew perdure désormais dans l'archive de contenu qu'ils ont créé, un matériel qui continue de témoigner de leur courage, de leur créativité et de leur engagement à vivre pleinement. Ce qui reste est à la fois une célébration de qui ils étaient et un rappel brutal des dangers imprévisibles qui accompagnent une vie passée à courir après l'horizon. Les montagnes de Majorque sont un lieu d'une beauté époustouflante, mais aussi d'un danger impitoyable, où les falaises abruptes, les canyons étroits et les orages soudains peuvent transformer une randonnée en un combat pour la survie. Pour Sarah Jane Thompson, 26 ans, et Alexander Barrett, 32 ans, ce qui a commencé comme une aventure partagée à travers l'un des paysages les plus frappants de l'île est devenu l'une des morts de couple les plus troublantes jamais enregistrées.
Le 3 septembre 2024, Sarah et Alex sont partis avec un groupe d'autres passionnés de plein air pour parcourir les gorges du torrent de Paraís dans la chaîne de montagnes accidentée de Tramuntana à Majorque. L'itinéraire, internationalement connu des grimpeurs et des randonneurs, est exigeant et exposé aux changements météorologiques soudains. Bien que ni Sarah ni Alex n'aient jamais effectué cette randonnée auparavant, leurs amis estimaient qu'elle était largement à leur portée. Ce matin-là, les prévisions annonçaient que la pluie n'arriverait que le soir, bien après l'heure à laquelle le groupe s'attendait à terminer. Confiants, ils ont continué à traverser le terrain rocheux et les lits de rivières étroits du canyon. En début d'après-midi, le temps a commencé à changer. Une légère bruine a rapidement fait place à une pluie battante et le tonnerre a grondé au loin. La gorge, avec ses falaises abruptes et ses sorties limitées, offrait peu de chances de s'échapper. Luke Weaver, un ami proche d'Alex et membre du groupe, a raconté comment les randonneurs se sont retrouvés regroupés à un étranglement entre deux rochers alors que les précipitations s'intensifiaient. Quelques instants plus tard, il a entendu le cri d'avertissement de « Oh !» et un mur d'inondation soudain a déferlé dans le canyon. En quelques secondes, le lit de la rivière asséchée s'est transformé en un torrent. Les survivants ont décrit plus tard le rugissement assourdissant, la vue des gens emportés et le chaos d'essayer de s'accrocher aux rochers tandis que la crue passait. Au milieu de la panique, Sarah a été entraînée par le courant. Alex, moniteur d'escalade et sauveteur, a tenté de la rejoindre, se battant désespérément contre les eaux de crue. Des témoins ont raconté que tous deux ont été emportés ensemble, entraînés dans la gorge par la force de la vague. D'autres ont réussi à grimper sur des terrains plus élevés ou à se cramponner contre le flux. Mais pour Sarah et Alex, la puissance de l'eau était accablante. Le lendemain, 4 septembre, le corps de Sarah a été retrouvé en aval par les équipes de recherche espagnoles. Le corps d'Alex n'a été localisé que le 6 septembre, plus loin le long du chemin de l'inondation, confirmant qu'il avait lui aussi été emporté par le torrent. 10 autres randonneurs ont été secourus lors du même événement. Certains élytreuillés en sécurité avec seulement des blessures mineures. Les examens post-mortem ont confirmé la noyade comme cause du décès pour Sarah et Alex. Lors de l'enquête menée au tribunal de la Stockport Coroner's Court, l'ampleur de la tragédie a été mise à nu. Le coroner adjoint, Jyoti Gill, a rendu des verdicts de mort accidentelle, concluant que l'orage soudain avait provoqué des crues éclairs qui avaient empêché Sarah et Alex d'atteindre la sécurité. Leurs familles et amis ont partagé des hommages émouvants qui ont révélé la profondeur de la perte. Sarah, décrite par son père comme quelqu'un qui ne cessait jamais de sourire, avait représenté le Cumbria dans des courses en montagne nationale, était diplômée en photographie de la Manchester Metropolitan University et avait récemment progressé dans sa carrière à l'hôpital de Christie à Manchester. Le père d'Alex se souvenait de son fils comme de quelqu'un qui aimait la vie, passionné par le plein air à travers l'escalade, la randonnée et le surf. Des amis ont inventé la phrase « Sois plus comme Alex », comme moyen d'honorer sa chaleur, sa gentillesse et son esprit aventureux. Le couple, originaire d'Offerton près de Stockport, a été largement pleuré. Les hommages des salles d'escalade, des lieux de travail et des espaces communautaires ont montré à quel point ils avaient touché des vies. Sarah était un visage familier dans son centre d'escalade et dans un bar local où elle avait autrefois travaillé, dont on se souvenait pour sa joie et sa gentillesse. Alex était admiré par ses collègues grimpeurs et ses étudiants, connu pour ses encouragements et son énergie. Leur décès constitue un rappel brutal de la nature impitoyable des crues soudaines en terrain montagneux. Ce qui a commencé comme une journée d'exploration s'est terminé par une catastrophe, laissant derrière elle du chagrin mais aussi une admiration durable pour deux personnes qui ont vécu leur vie avec passion, aventure et amour.